au PLCQ, épisode technique. Je suis accompagné de Thomas et David. David, t'es dans ta première expérience. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle David Samid, j'ai 50 ans. Je suis tombé dans la crypto il y a, on va dire il y a longtemps, il y a plus de 30 ans. J'ai un passé où j'ai fait de la certification. Je suis passé par des petites boîtes, par des grands groupes, par du Fortune 500. Je travaillais partout à travers le monde, France, Belgique, Angleterre, États-Unis, Australie, Canada. Ma spécialité, c'est la sécurité matérielle. Donc, je suis le genre de personne qui adore extraire des secrets de cartes électroniques et donc des HSM, entre autres. Voilà. Excellent, David, merci. Moi, je suis Thomas Venachter. J'ai déjà participé avec toi, Nicolas, au premier épisode, là où on avait un petit peu survolé, mais là, on va aller un peu plus loin aujourd'hui. Là, on avait parlé de PKI, on avait parlé de CMS, KMS, de HSM, et puis là, on va aller un peu plus dans le vif du sujet avec David. Nicolas, je pense qu'on peut lancer la première question, là. Oui, tout à fait. De toute façon, tu as déjà mis la table en présentant ton pédigré. Puis moi, ce qui m'intéresse, puis je vais commencer dans du crunchy qui m'intéresse plus, puis après ça, on glissera. Les attaques, parce qu'avec Thomas, on en a parlé un peu, les concepts, tout ça, mais là, vraiment, parce qu'on tombe dans un concept, pourquoi ça existe, et donc, incidemment, de quoi on veut se défendre avec un HSM qui est un appareil physique, essentiellement, qui est un peu emmerdant dans certaines occurrences. Oui, alors le HSM, c'est Hardware Security Module. C'est un truc qui a évolué, ça a pris du temps pour obtenir une maturité, pour que le marché obtienne ce qu'il voulait. C'est lié à la carte à puce. Si on regarde l'évolution de la carte à puce, qui a commencé carte à mémoire, d'accord, qui ensuite est passée carte à microprocesseur, et puis on a commencé à se dire, ouais, mais si je prends et que je mets, si quelqu'un l'a construit, quelqu'un peut le démonter. Donc on va passer par une chambre propre, on va commencer par délaminer. Alors, par exemple, aujourd'hui, vous avez un logiciel qui s'appelle Degate, D-E-G-A-T-E, construit par Carsten Knoll. C'est des extracteurs de layout. Ça veut dire que vous prenez la puce et puis vous commencez à raboter. Prenez des photos niveau par niveau. Vous donnez ça au logiciel, il vous donne le code VHDL qui a permis de faire la puce. Ça picote. Il y a des boîtes qui font ça aussi. Vous avez une boîte canadienne qui s'appelait anciennement Chipworks. C'est des gens qui font ce genre de travail pour... alors, je ne vais pas donner leur prix, mais on va dire quelques dizaines de milliers de dollars. Ça ne vaut pas si cher que ça. Alors, on ne dit pas reverse engineering, hein. On est entre gens bien élevés. Analyse de performance compétitive. Donc, peut-être que vous avez un brevet au niveau d'un tracteur et puis vous dites, ben voilà, il y a un processeur, peut-être qu'il a violé mon brevet. Ah, mais c'était un tracteur, monsieur. C'est pas grave, je vous paye, c'est vous qui faites le boulot. Ils font le boulot, ils vous font un contrat. Et puis, ils vous sortent un rapport en vous disant, voilà tout ce que le compétiteur a fait. Alors, attention, parfois, ça amène à des situations où ça a permis des gros rachats. Sur certaines violations de brevets, il y a des gens comme ça qui se sont retrouvés, je dis pas tout nus, mais ils ont quasiment tout perdu dans leur société. On ne donnera pas de nom. Mais donc au niveau HSM, il y a cette évolution carte à puce, donc sécurité physique, ce qui va être une puce pour faire du calcul, protégée par une bardée de capteurs, sensors, capteurs. Et donc ça va être lié au FIPS, FIPS 140-2. C'est-à-dire, quand on est niveau 1, on est protégé par du software uniquement. Niveau 2, on est protégé par du hardware qui doit être tamper evident. C'est-à-dire que quand il est attaqué, il doit laisser une trace. On doit pouvoir dire « j'ai été attaqué ». Et niveau 3, on va commencer à faire sauter des clés quand on est attaqué. Et puis, niveau 4, on va dire je vais scanner mon environnement, je vais mesurer ce qui se passe autour de moi. Accéléromètre, gyroscope. Est-ce que, par exemple, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer d'accélérer ma puce ou de ralentir ma puce? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de me faire des erreurs de calcul? Parce que l'erreur de calcul en crypto, c'est des mathématiques derrière. Vous avez des algorithmes. Bon, une erreur de calcul, la clé, elle est sortie. Hein. AES, certaines implémentations, vous faites une erreur, le jeu s'arrête. Et pareil pour RSA. Donc, des attaques, il y en a, je dirais, une soixantaine auxquelles un HSM résiste. Alors, c'est des trucs vous diriez James Bond, hein, c'est des trucs de farfelus. C'est-à-dire que les gars qui construisent des processeurs, c'est des gars, par exemple, qui vont prendre des cristaux liquides, la même chose qu'il y avait dans votre montre à l'époque, ou encore aujourd'hui pour certains, et qui vont balancer un prêt de cristaux liquides à la surface du processeur, de manière à ce qu'on puisse voir comment la chaleur se propage. Ça a des propriétés qui sont différentes des microbolomètres, donc par exemple des capteurs à infrarouge, alors la place, propagation de la chaleur, et ainsi de suite. On va voir en disant « Ah ben tiens, c'est là qu'est le cœur crypto ». Après, une fois qu'on sait où c'est, vous avez des gens qui vont venir avec des microbobines. Moi, à l'époque quand j'étais en thèse,
Je jouais avec des bobines qui avaient 40 microns de diamètre. Donc, on allait chercher des bobines qui étaient les adaptations des filtres dans les GSM, et on allait mettre ça dans des champs très, très proches. Et dans certains cas, on sortait les clés. Hein. C'est des bases de Tempest, TEM, PEST, hein. C'est les lois de Maxwell. Donc, le HSM, il est construit pour résister à tout ça. C'est un truc que, normalement, s'il est dans son mode le plus sécurisé, si vous le touchez, vous le déplacez, il s'énerve. Il fait sauter les clés. Si vous modifiez sa fréquence d'horloge, il fait sauter les clés. Si vous essayez de lui changer son firmware, on a compris, il fait sauter les clés, mais c'est également si vous essayez de lui balancer des radiations, si vous essayez de lui faire des erreurs. C'est vraiment un fort hardware, anciennement, étant français, je dirais à la Vauban, un truc qui est protégé dans tous les sens et qui n'est pas fait pour se faire des amis. Alors, ça veut dire que c'est un peu comme un sous-marin. Il y a un process. Hein. C'est pas salut les amis, aujourd'hui on plonge. Non, il y a un ordre, il y a un crypto-officer, il y a des gens en dessous, il y a une manière d'en s'identifier. C'est pas forcément avec du password, ça peut être avec une identité. Et puis, il y a des trucs qui sont très intéressants dans les HSM pour répondre à votre question terminée. Vous allez me dire, oui, mais là, tout ce que vous me parlez, c'est des trucs, il faut vraiment être dans le data center, quoi. Il faut avoir tué les gardiens, il faut avoir fait un trou dans le mur, il faut être dans la baie, il faut avoir... c'est James Bond, quoi. Faut s'être planqué des caméras. Non, il y en a où vous allez pouvoir faire des choses à travers le réseau. À travers le réseau, à la mesure de temps. Vous allez me dire, mais attendez, mesure de temps, vous êtes gentil, on est sur des trucs qui sont gigabits. Mais Shannon nous a dit il y a très longtemps que si on pouvait répéter la mesure, on allait pouvoir se débarrasser du bruit. Il n'a pas vraiment expliqué, c'est pas super constructif, mais la moyenne marche bien, comme opération par exemple. Et vous avez des cas qui sont documentés. Hein. Alors, on parle ici des attaques qui sont les plus complexes. Hein. C'est pas du buffer overflow, c'est pas des trucs de script kiddie, mais en allant chercher des moyennes, des temps de calcul, des dépendances en données, par exemple en clés, on va avoir des temps qui vont varier. Et puis, il existe des méthodes mathématiques pour aller attaquer ça. Je vous envoie, par exemple, je vais vous donner 2 exemples qui parlent bien. Il y en a un qui est un papier de François Kuhn, Patrick Mestré, Jean-Jacques Quisquater, qui est A Practical Timing Attack. C'est un truc qui a plus de 25 ans maintenant, mais on va le remettre dans le contexte. À l'époque, il fallait un cré énorme, et aujourd'hui ça se fait en 10 minutes sur Amazon, mais il fallait un cré pour factoriser 512 bits. Eux, ils ont une attaque, mesure de temps, 5 minutes sur un PC à 90 MHz, ça fait pareil. Alors, il faut le device physique entre les mains, hein, il faut pouvoir le challenger, mais ça tombe. Et puis, vous avez d'autres attaques sur les HSM qui sont des trucs qui peuvent être... comme par exemple encore un vieux papier d'il y a 20 ans, c'est IBM à Chess, Cryptographic Hardware and Embedded System, une conférence qui avait lieu 2000, 2001, Redwood City, je laisse les amateurs retrouver. Et Pankaj Rohalgi et ses amis démontrent qu'ils écoutent une carte qui fait du chiffrement à 10 mètres. Donc là, on est de l'autre côté du mur, on n'a pas tué les gardiens, on a juste déployé les antennes et puis on vous pique votre clé. Donc, toutes ces choses-là sont connues, sont documentées, sont prises en compte. L'histoire qui est marrante, c'est qu'elles sont un peu inconnues du grand public. Le grand public a une notion de quelque part dans le cloud, ça tourne, quoi. Voilà. Hein, et puis, on ne veut pas savoir. Mais il y a des gens qui font ça, donc c'est le métier, et qui le sécurisent et qui prennent tout ça en compte parce qu'au final, la crypto protège le secret et elle a besoin d'une clé et le HSM protège la clé. Voilà. De niveau matériel, parce qu'on peut parler avant aussi, tu parlais de HSM mobile, tu parlais d'USB, tu as parlé d'Android qui en ont maintenant. Apple, c'est la même chose, ils ont leur propre contenant de clés à l'intérieur. Dans un contexte de mobilité comme ça, c'est sûr qu'on a un scénario de risque qui est approprié. On ne mettra pas les clés de lancement de missiles dessus, mais à ce moment-là, à quel point on est capable de protéger une chose sans tuer des gardiens? Parce que là, on l'a sur nous, le téléphone, on l'a sur cette chose. Puis j'imagine que des gens qui doivent se promener avec des cellulaires qui sont quand même assez sensibles, plus que le mien, du moins. Là. Ah, mais même le tien, tu serais sans doute surpris. Un des trucs que les gens, monsieur tout le monde a du mal à voir, c'est la taille du transistor aujourd'hui. Hein. La taille de transistor, un transistor, c'est une croix. Hein. C'est 2 rectangles qui se croisent. Maintenant, si vous prenez la largeur de la poutre, ce qu'on appelle le lambda,
On est de l'ordre de, 5 nanomètres, 4 à 5 nanomètres. Donc, oui, allez, 3 si tu veux, mais pour moi, c'est l'ordre de grandeur. 3, 4, 5, c'est pareil. Maintenant, en dessous de 0,25 microns, on ne voit plus rien en microscope optique. Là, on rentre dans du microscope électronique. Et puis, le problème, c'est qu'on n'est plus capable d'aller prober. Alors oui, il y a encore ce qu'on appelle des focused ion beam, c'est-à-dire qu'on prend le microscope électronique, mais on rajoute du gaz. Et cette fois-ci, on est capable de raboter, couper, découper, rajouter de la matière. Et donc, on va aller descendre, on va aller faire des ponts entre des transistors, on va aller patcher des portes, on va aller faire les 400 coups. Mais c'est plus possible pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une taxonomie des attaquants en fonction d'IBM qui dit classe 1, c'est le hacker dans son garage. C'est le gars qui n'a pas beaucoup de connaissances, mais il a beaucoup de temps. Classe 2, et pas beaucoup d'argent. Classe 2, c'est la personne qui est l'étudiant en microélectronique. Lui, il a accès à des chambres propres, il a 3, 4, 5, 6 mois avant que son directeur de thèse ne s'énerve et lui dise où sont les résultats. Et puis, si vraiment il est joueur, il a peut-être coincé une boîte avec qui il est en train de dire bon, bah, si vous ne m'aidez pas, ça va mal se passer. Donc, il a un temps limité. Il a accès à beaucoup d'équipements. D'accord ? Alors, ça, c'est. Attention, je fais une petite remarque ici. Vous avez des gars sur YouTube, généralement célibataires, je dis ça, il faut bien noter, qui se refont des microscopes électroniques dans leur garage. Ils prennent une énorme cloche à fromage, vous irez le trouver. Il a une résolution, je crois, de 1 micron. Je te donnerai le lien, tu pourras le mettre en bas dans ton truc YouTube. Et le gars, il a remonté une cloche à vide, un microscope électronique, il fait les 400 coups avec, il montre tous les effets de latch-up sur des portes. Voilà, alors, on peut le faire soi-même dans son garage, ou on peut décider d'aller mettre $6 000 sur une boîte qui ferme en leur disant tiens, votre truc, là, vous avez perdu le technicien, tout le monde s'en fout, je vous l'achète pour 6 000 au black, et ça s'est déjà vu. Il y a des gens qui sont partis avec des fibres, des microscopes électroniques, ça ne vaut pas si cher que ça. Alors attention, il faut savoir l'opérer derrière. Il y a tout un cas de coûts opératifs et de coûts d'équipement qui sont lourds, mais des gens qui ont un microscope électronique dans leur garage, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et ceux qui les ont, généralement, savent les utiliser. Ils n'utilisent pas ça comme une encre ou un corps mort pour le bateau, c'est qu'ils savent en faire quelque chose. Il y a des aficionados, et justement, c'est là le problème, c'est que ces gens-là, ils rentrent dans la classe 3 de chez IBM. Et la classe 3, c'est des gars qui ont de l'argent, du temps, de la connaissance, et c'est en gros le compétiteur. C'est les grosses boîtes, c'est la mafia, c'est un gouvernement. L'image est très simple. Je vais vous donner un truc qui va vous parler très vite. Si je vous dis, vous avez 1000 puces à protéger et vous avez un argent infini. D'accord ? Ou au contraire, vous avez des millions de puces à protéger et vous avez quelques centimes. Vous allez me dire, ouais, mais aucun des deux n'est réaliste. Mais le premier, c'est les têtes nucléaires américaines. Et ça, c'est le travail du Sandia. Parce que eux, c'est l'armée. Combien vous avez dit ? 10 millions par tête ? Ouais, c'est bon, on est game. Et puis l'autre, c'est la puce qui protège les DVD. Et là, il y en a des millions, enfin, qui protégeaient, parce qu'aujourd'hui, qui a un DVD, mais un lecteur de DVD, mais qui protégeait. Et puis, au final, je vous rappelle quand même qu'il y a un mec qui sort le code, qui l'écrit sur un t-shirt, qui est un nombre, d'accord, qu'il publie, et qui dit, c'est quand même pas de ma faute si le nombre, il peut avoir une représentation binaire, que la représentation binaire, si vous la mettez dans un fichier, et que vous mettez .zip, ça donne un fichier qui s'ouvre, et que si vous ouvrez le fichier, il y a un code qui marche et qui pète du DVD. On va pas commencer à interdire les nombres, parce que sinon, moi, demain, j'interdis 2, et ça va picoter très fort. Donc, au niveau HSM, au niveau de la sécurité hardware, machin, il y a tout un monde que les gens ignorent généralement, qui est un monde fascinant. Littéralement, je termine là-dessus avec une note d'humour. Il faut voir que quand vous faites du reverse engineering, vous avez un microscope énorme. Pas le truc d'école, le truc, ça n'a aucune chance de vous tomber sur le pied parce que même à 10, on ne bouge pas. Et vous êtes même pas un papier de cigarette au-dessus de la puce. Mais Lego étant Lego, allez voir ce qui s'appelle Silicon Zoo en ligne. Tout le monde a une tendance à vouloir laisser ses initiales, son nom, un petit message, machin. Et puis parfois, en plein milieu de la ROM, il y avait de la place, il n'y avait plus rien. Voilà. Et puis il y a un mec qui vous écrit si vous pouvez dire ça, c'est que vous êtes vraiment beaucoup, beaucoup trop près. Alors, ça surprend. Vous êtes en train de regarder une puce, d'analyser, de compter des 0 et des 1, puis tout d'un coup, vous voyez une phrase. Donc, il y a aussi un certain humour chez les gens qui font du hardware, mais c'est à prendre en compte. Voilà. J'espère avoir répondu à la question.
Oui, absolument. Puis là, tu parlais justement d'analyse. Parce que puis pour moi, c'est un peu abstrait. Quand on analyse la chip qui contient la clé, parce que c'est ça que ça fait, par le fait même, on vient perdre la clé parce qu'on brise de quelque façon, ou il y a des façons ou par répétition, ou par peu importe le moyen de réussir, parce que tu sais, c'est quand même, dans bien des cas, à moins d'avoir un microscope, et encore de réussir à conserver la valeur de la clé qui est dedans. Alors, si on parle de mon téléphone, si on le brise, la clé, elle est disparue pour toujours et elle est unique en quelque sorte. Là. donc là, tu viens de mettre le doigt sur un truc qui est très intéressant. Si on fait le lien entre les deux questions, sur le téléphone, la taille des transistors est tellement petite que le gars dans son garage, il a peu de chances de passer. D'accord? Et puis, on a des puces qui vont être, historiquement, elles vont dériver de la carte à puce, qui vont être, par exemple, des Secure Element. Secure Element, c'est une carte à puce qui a changé de form factor. Hein. Elle est juste, c'est à peu près la même chose que votre carte SIM, à part que bon, maintenant on la programme en Java. Carte SIM d'ailleurs, ça fait Java depuis longtemps, Java Card. Et puis ce truc-là va être inviolable. Ça va être un petit HSM on-board. Ça va pas être facile à ouvrir. Il va falloir que... On va essayer de se mettre dans un mode où on empêche la bore attack. Bore attack, c'est break once, run everywhere. Donc on casse une fois, on passe partout. Mais là, on va vous dire, et c'est une des propriétés du hardware, vous en avez pété un, super, eh ben, ça va être aussi difficile pour la deuxième. Donc si vous en avez 10 000 à faire, ben, je vous souhaite bonne chance. Donc ça c'est l'idée derrière. Maintenant, pour revenir sur la différence entre un téléphone et un vrai HSM, hein, puisque on dit, mais on va avoir des puces qui sont quand même très proches. À l'intérieur du HSM, il va y avoir quelque chose qui maintient la sécurité dans tous les cas, tout le temps. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il soit connecté à Power ou pas. Donc il va avoir ses batteries internes. Alors forcément, c'est des trucs qui sont pas rechargeables, parce que si on commence à les mettre rechargeables, là, c'est à pleurer en termes d'attaque. Mais le HSM va monitorer son environnement. Alors, c'est la vieille technique du câble qui passe partout, qui peut pas être coupé, qui peut pas être court-circuité, dont on connaît la longueur, machin, nanana, sur lequel on balance des signaux aléatoires, et puis on vérifie que ce qu'on pousse à un bout du clag, on le récupère à l'autre. C'est un ensemble de capteurs, c'est des PCB qui sont protégés, c'est une longue liste. Mais cette source d'énergie, elle fait que, même si le HSM n'est pas connecté et quelqu'un attaque, il y a encore assez d'énergie pour tout faire sauter. Alors, tout faire sauter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va travailler sur une pyramide à l'envers. On va avoir une clé, on va dire, allez, HSM Master Key, la clé maître du HSM, qui va être utilisée par le processeur pour chiffrer tout le reste. Et il suffit juste de faire tomber cette clé, qui est dans une mémoire, dans un bloc sur le SoC, System on Chip, qu'on appelle Always On Island, ça porte bien son nom, c'est la petite île qui est toujours alimentée. Il suffit en mémoire de faire sauter cette clé, et bye bye, puisque la pyramide ne tient plus. Alors attention, il y a des vicieux. Il y a des gens qui disent, si vous avez la clé, j'ai quand même fait un peu de physique avec les équations de Maxwell, j'ai compris qu'un champ électromagnétique intense peut déplacer des charges, et donc je vais soumettre votre HSM à un champ magnétique intense de manière à faire ce qu'on appelle du memory imprinting. C'est-à-dire que je vais me débrouiller pour que les charges descendent dans les transistors, verrouillent les transistors, et que quand vous les éteignez et que vous les remettiez en marche, eh bien, ils reviennent par défaut là où ils étaient. Donc, par défaut, j'aurai votre clé. C'est un jeu de chat et de souris. Vous imaginez bien que les mecs de l'autre côté, ils ont des capteurs en disant « dès que je vois le champ magnétique, maintenant je hurle ». Donc, c'est des jeux, comme je dis, de chat et de souris, de gendarmes et de voleurs. Il n'y a pas meilleur gendarme qu'un ancien voleur. Donc, on retrouve en architecte de HSM, machin, des gens qui, de l'autre côté, ont donné des sueurs froides à des architectes qui étaient là avant eux. Et c'est un jeu qui est quand même assez développé, mais en même temps assez statique. C'est-à-dire qu'il y a de belles attaques, il y a des nouveaux trucs qui apparaissent, mais on est dans des lois physiques. On est à l'interaction des mathématiques, de l'informatique et de la physique. Et ces lois-là, elles ne changent pas tant que ça. Voilà. On s'entend que c'est quand même un domaine d'initié pour aller attaquer des HSM, comme on s'était dit l'autre fois, Nicolas Loïc, là.
il y a tout un processus humain pour maintenir quand même les HSM à l'écart de tous ces types d'attaques-là. Quand on a un HSM, généralement, on le met pas dans le salon et puis on s'en sert comme dessous de table. Là, je pense qu'il y a tout un mécanisme quand même à respecter parce que la technologie en vaut la peine. Les recherches qui sont faites dessus sont quand même assez poussées. Il y a des mécanismes, comme tu l'as dit un petit peu, qui sont un peu énervants. Hein, quand on a un tint sur un HSM et que dans une baie, on tape dedans, on prise tous les HSM. C'est pas des attaques de génie, mais malgré tout, on va quand même briser un service. Donc, il y a quand même des précautions à prendre aussi autour de tout ça et qui vont garantir par rapport à d'autres types d'attaques-là. Je pense que l'humain aussi rentre pas mal en compte. On va pas redévelopper sur les key cérémonies. Comme tu disais, il y a plusieurs rôles, il y a plusieurs ségrégations qui sont faites au niveau des passwords, au niveau des tokens, au niveau des responsabilités et autour de tout ça. C'est un peu compliqué à maintenir dans le temps aussi, mais ça en vaut la peine parce que ces équipements sont conçus pour être résistants. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu, David, mais sur l'info nuagique, typiquement, aujourd'hui, sur le cloud, on a des HSM as a service qui sont offerts, qui s'appuient sur des HSM physiques. Et là, c'est vrai que quand on vient d'un monde un peu, je dirais, sur du matériel physique, etc., on se dit, OK, comment on peut avoir du HSM partagé sur le cloud? Et est-ce qu'il y a des nouvelles attaques qui naissent par rapport à tout ça? Alors, on a tous vu les vidéos du pauvre gars dans l'entrepôt de bière qui clip le coin de l'étagère avec son Fenwick et il y a je ne sais pas combien de dizaines de milliers de bouteilles qui tombent. Forcément, il y a quelqu'un qui a dû ramasser. Ben là, vous imaginez bien qu'avec un marteau et un petit coup bien placé dans certains data centers, le petit coup de marteau se ressentirait loin dans le monde. Oui, alors maintenant, au niveau de l'info nuagique, ces HSM, ils vont être dans des baies, qui vont être dans des cages, qui vont être dans des data centers, et ce que je disais tout à l'heure, ultra protégés. On est sur des trucs où là, vous pouvez vous balader avec le scanner, les interceptions radio. Depuis le parking, vous ne verrez pas grand-chose. C'est blindé, c'est bon. Mais on reste sur un modèle où il va falloir gérer des problèmes, par exemple d'identité. Est-ce que ce HSM, il est contrôlé par un mot de passe ou est-ce qu'il est contrôlé par quelqu'un qui se présente avec un certificat et une identité? Ben aujourd'hui, dans le cloud, c'est beaucoup plus simple de le faire par mot de passe. Par identité, ça va picoter très vite parce que comment on va pouvoir partager? À l'intérieur d'un HSM, vous avez des partitions, d'accord? Donc, si vous prenez les entités qui sont les différents joueurs, les différents providers de cloud, ça va être je vous donne un truc qui est juste en logiciel. C'est toujours mieux que l'homme qui connaît un homme, qui a un gars dans sa rue qui a fait son stage en crypto et donc qui vous donne du code et vous dit fais-le tourner, on est bon. Il y a ceux qui vont avoir l'approche qui va être de dire nous, on vous donne quelque chose qui fait du hardware, mais derrière, nous, il faut qu'on puisse le maintenir, ce truc-là. Il faut que pour vous, ce soit transparent. C'est-à-dire que si vous, demain, je vous appelle en vous disant vous savez, comme ça arrive dans toutes les boîtes, samedi, interruption entre 4h et 5h du matin, tout le monde s'en fout. Mais interruption dans le cloud à 4h et 5h du matin, ça va forcément embêter quelqu'un fortement. Donc, il faut que derrière, il y ait tout un ensemble de gestion qui soit transparent, ce qui généralement a un impact sur votre souveraineté de clé. C'est peut-être que votre clé, vous l'avez, mais il y a peut-être quelqu'un qui l'a sous une autre forme derrière. Donc, si vous êtes paranoïaque sur la ligne de « moi, mes clés, c'est à moi, je ne supporte pas qu'on joue avec le cloud, le modèle de base, on peut en reparler. » Ce qui veut dire que les gens du cloud ont compris. Il y a une certaine maturité qui est venue avec le temps. Ils vont vous dire, si vous êtes vraiment un parano, on va vous donner des HSM qui vont être soit partagés entre parano, soit même dédiés pour vous. Si vous êtes vraiment super parano, vous pouvez peut-être amener vos HSM, ce qui est une possibilité chez certains, Google pour ne pas les nommer. Alors forcément, on n'a pas parlé de où est-ce qu'on achète un HSM, et puis le HSM, ça arrive, c'est dans un carton, c'est scellé, ça a passé la douane dans ce qu'on appelle un sac à thé. C'est-à-dire que le douanier a le droit de regarder, mais il n'a pas le droit de l'ouvrir, parce qu'on ne fait pas confiance au douanier. Si le sac à thé est déchiré, il faut renvoyer au fournisseur. C'est des trucs qui passent à la douane avec un cycle assez particulier. Ça ne s'ouvre pas tout seul par un stagiaire à 5h du soir. Il y a toute une cérémonie. Je vais vous donner un exemple, un truc bête. Oui, on se connecte sur un HSM. Mais est-ce qu'on utilise un clavier et une souris Bluetooth? La réponse est non. Parce que clavier, souris Bluetooth, ou même clavier Bluetooth, là, tout d'un coup... le stagiaire qui est le petit malin en électronique, il vous rend votre password, quoi. Donc, il y a un certain nombre de sécurités qui vont autour. Et pour répondre à ta question, Thomas, dans le cloud, aujourd'hui, il y a un besoin de sécuriser, de protéger ses secrets. Donc, forcément, on va retomber sur du HSM. Ça, il n'y a pas le choix. Et puis, il va falloir que ces HSM, on va avoir une gamme de produits, de
logiciels, littéralement quasiment à la guérite à côté, sur lesquels des gens vous disent vous me tirez de la fibre optique parce que moi je vous fais pas du tout confiance. Les fournisseurs de cloud sont adaptés à ça, mais il y a aujourd'hui un point que je voudrais vraiment mettre en avant qui est la simplicité. Il y a des protocoles, il y a du PKCS 11, il y a du CAMIP, il y a ce genre de choses qui permet de travailler avec du HSM sans avoir forcément l'énorme prise de tête derrière. Alors attention, c'est comme un moteur dans l'ancien temps, ça se rôde, ça prend du temps, les morceaux de métaux se mettent ensemble, les fournisseurs proposent quelque chose, les gens le prennent, l'utilisent, ont des commentaires, les fournisseurs sont bougons, ils évoluent, les gens redemandent, ils payent plus, il y a un nouveau service, et ainsi de suite. Mais au final, on va vers quelque chose qui se stabilise, on va vers un système qui est meilleur. Allez, Azure, pas longtemps, est passé sur un modèle airback au niveau du HSM. Donc, toutes ces choses-là vont dans le bon sens. Et puis, ça permet à de plus en plus de gens d'avoir une possibilité de protéger leurs secrets. Avec des trucs derrière qui sont très bons. Thomas le disait tout à l'heure, hein, les attaques que je décris, vous allez me dire, ouais, mais c'est James Bond. Oui, ça a amusé quelques générations de thésards et leurs professeurs. Mais fondamentalement, dans le cloud, on est limité à, par exemple, des timing attacks, dont on parlait tout à l'heure au niveau du temps, mais vous n'avez pas la possibilité dans le cloud de jouer avec votre fer à souder, de jouer avec votre on va dire, microscope électronique. Ça ne veut pas dire que c'est immense à tout, ça veut dire qu'il faut comprendre très bien quel est le facteur de risque, ce à quoi vous vous exposez. Et puis après, il y a un dernier point, et je veux juste qu'on mette un petit, qu'on touche du bout du doigt, c'est comment est-ce qu'on décommissionne tout ça? Oui, parce que les clés sont là, donc ça, on ne peut pas. Comme je mentionnais, avec l'exemple de mon cellulaire, si on essaie de le briser, ben, on sort la clé puis on peut faire quelque chose avec. Ben, comme essentiellement, on va briser l'appareil puis on va perdre la clé au passage. Il faut aussi pas juste. Oui. Oui, parce que les process qui étaient plus sur de la destruction physique avec le marteau-piqueur, chauffer le matériel, etc. Là, finalement. Sur de l'info nuagique, on ne sait pas trop où est le matériel. La destruction est beaucoup plus. Mais la destruction, elle peut être problématique. C'est-à-dire qu'à un moment, on fait confiance aux gens. Je parlais des transistors tout à l'heure, 3 nanomètres. Vous en cassez tous les jours des trucs de 3 nanomètres, moi pas. Et puis il faut taper très fort. Hein. Ou alors il faut être vraiment très bon et très précis. Parce que si ces transistors, on les a utilisés, par exemple, je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde. Vous avez une mémoire flash. Une mémoire qui a stocké quelque chose à long terme. Tout le monde a acheté un disque dur, vous avez acheté, je ne sais pas moi, 1 Tera, puis vous regardez, il y a 980. Mais ils sont passés où, mais 20 qui manquent ou 24 qui manquent? Ben, ils sont mis de côté parce que quand il y en a qui meurent, quand il y a des pages qui meurent ou quoi que ce soit, on va vous les échanger. Pour vous, c'est transparent. Bah oui, mais sur une flash, vous avez, alors c'est utilisé par des virus étatiques, hein, mais vous avez un certain nombre de pages mémoire qui ne sont pas utilisées. Qui peuvent être automatiquement remplacés, du page leveling, vous avez d'autres process, de where leveling et ainsi de suite. Et il n'est pas dit que votre clé n'ait pas été dupliquée. Il n'est pas dit qu'elle soit dans un endroit qui soit marqué pour destruction, mais qui soit en fait jamais détruit. Et quand le truc il fait quelques dizaines de nanomètres carrés, comment vous êtes sûr que ça a été détruit? Parce que, attention, hein, je n'ai pas dit qu'il y a des gens qui vont faire les poubelles pour chercher des morceaux de 3 nanomètres, mais il y a des gens qui font les poubelles pour chercher des HSM, qui savent très bien où est la mémoire, et puis derrière, qui savent coder en Python, qui savent mettre ça dans un microscope en disant « Vas-y, scanne-moi tout ça, fais-moi du voltage contrast microscopy, et puis on verra ce qui sort. » Et puis dans certains cas, vous auriez des surprises. Donc, le cloud va poser un certain nombre de challenges nouveaux, il va donner un certain nombre d'opportunités, il va démocratiser ce genre de choses, mais il y a des changements de paradigme, et il faut les prendre en compte. Voilà. Il faut faire énormément confiance aux fournisseurs, justement, que dans cette situation, même au matériel à certains égards, puisque si le matériel n'est même pas capable de confirmer lui-même que la destruction elle est réelle, on a un certain problème. Alors, il y a un papier, il y a quelques années, qui montrait comment, en 40 portes, alors il faut s'entendre, hein, un microcontrôleur de base, 8051, 6805, machin, on est bien en dessous de 10 000 portes. Hein. On est de l'ordre de 8500 portes. En 40 portes, vous mettez une backdoor dans un processeur et on n'est pas à 40 portes aujourd'hui sur un processeur. Hein. C'est-à-dire qu'on vous a mis une deuxième serrure sur à côté de la première et vous ne la voyez pas. Ça, c'est un problème que s'est posé par exemple le DARPA.
le DARPA et puis les Américains. Alors, on peut se poser des questions, pourquoi il y a un Chip Act, Taïwan et leurs copains, pourquoi tout d'un coup on veut tout rapatrier aux US? Mais fabrication des puces, je sais pas, je me demande. Mais si par exemple vous faites fabriquer vos puces à l'étranger, allez, on va dire un grand pays en Asie, je sais pas, d'accord? Et que ces gens-là vous collent la backdoor, vous en êtes sûr de votre missile? Vous en êtes sûr de votre HSM? Très rapidement, ça peut faire un pétard mouillé. Donc, si, vous allez me dire, oui, mais les masques, les modifications, bah oui, mais 40 portes. Donc, c'est là où il faut faire attention parce qu'il y a des cas, et on va citer M. Applebaum, qui est un très très grand hacker, qui lui, je vais citer personne, je ne vais pas donner les noms, mais lui, il a affirmé il y a quelques années tel processeur qui est dans tel HSM utilisé par un provider très sérieux sur le cloud a une backdoor. Alors, il a fallu regarder, c'est là où il faut bien regarder. Le provider a forcément démenti, mais il faut bien lire le démenti. Hein. C'est des trucs à la Apple. Hein. C'est, oui, vous savez, nous, on travaille avec les autorités, les machins, les ci, les... Ah, non, mais on vous a dit, il y a une backdoor, oui ou non. Mais vous comprenez, on travaille avec les... Oui, d'accord, j'ai compris, vous travaillez avec les autorités. Donc, c'est là où il faut se méfier parce que tout d'un coup, vous mettez, on va dire, les bijoux de famille dans les mains d'une autre entité qui est parfois dans un autre pays, avec d'autres droits. Ben regardons les fournisseurs de cloud aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup d'Américains. C'est un secret pour personne. Allez, je vais dire ça comme ça. Même en utilisant des HSM, moi, je connais des sociétés aujourd'hui qui refusent d'utiliser certains fournisseurs de cloud parce que ces fournisseurs de cloud vendent aussi des produits à côté, des produits physiques. Hein. Ils vous livrent chez vous. J'ai donné le nom de personne. Mais certains de leurs clients sont en compétition avec eux. Et ils se disent, ben, même avec des HSM et tout le reste, pourquoi j'irais mettre mes secrets chez ces gens-là? Voilà. Oui, et puis il y a une énorme chose, puis j'ai trouvé ça intéressant, la notion que tu fais. De toute façon, on a eu un cas assez récent de chaîne d'approvisionnement qui a, disons, explosé et qui, on voit à quel point c'est difficile de maîtriser qu'est-ce qui se passe. Même sur des objets qui sont quand même d'assez grande importance, on a été capable d'injecter une charge dans ces éléments-là. Il n'est pas parce que c'est essentiellement beaucoup plus facile de cacher ça dans un micro ou dans un processeur où il faudrait que les passer au microscope chacun pour vérifier s'il y a quelqu'un qui a signé ou s'il y a quelqu'un qui a mis justement ce genre d'éléments-là. Alors, moi, je suis pêcheur, malheureusement pour moi. Ça prend du temps d'attraper un poisson. Il y a des gens qui jouent pendant 9 ans avec des pagettes ou des talkie-walkie. C'est un art, sans doute un art noir. Pour les amateurs, on sait que les éléments qui forment une pile sont très peu différenciables des éléments qui forment des explosifs. Donc, une bonne batterie bien bourrée, vous la passez au rayon X, vous voyez rien. Ça, c'est le premier point. Et oui, ça fait des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Là où il faut être extrêmement prudent dans cette approche, c'est que vous allez avoir dans le HSM un côté logique qui va fournir, qui va avoir le client, et puis un autre côté qui va être maintenance. Hein. En gros, control page, data plane. Mais si vous ne faites pas attention, le firmware, la capacité, même je parlais tout à l'heure des fichiers de config, nom d'exportabilité d'une clé. Moi, j'ai vu des HSM, et je ne donnerai pas de nom au passé, qui vous disaient ma clé n'est pas exportable. Vous faisiez un backup, vous descendiez dans le fichier de config, vous changiez l'état de la configuration de la clé, vous remettiez, la clé devenait exportable. Donc, ça vient avec le temps, hein, ça vient avec de la maturité, mais il faut faire très attention au firmware, il faut faire très attention à comment on accepte une commande, il faut faire très attention à qu'est-ce qu'on lit, comment on parse. Parser une commande, pour n'importe qui a déjà écrit du code à parser une de commande, c'est tout sauf simple, parce qu'une fois qu'on a fini, il y a toujours un malin qui vient, qui dit et si je cache, si j'ai par exemple commande qui donne un ordre avec derrière data, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai commande avec derrière data, mais dans data, j'ai une autre commande? Qu'est-ce qui se passe si j'ai un système qui est nesté, un système de nid avec des commandes dans des commandes? Alors, pour les amateurs d'exceptions ou d'interrupts à bas niveau, c'est les interrupts nestés, les exceptions nestées qui sont des cauchemars pour les programmeurs. Ben, ici, c'est la même chose. Si vous ne faites pas attention, vous allez dire, ben, moi, j'ai le firmware de mon HSM. Il est signé, il est ci, il est ça. D'accord. Votre processeur, vos calculs. Mais qu'est-ce qu'il en est de votre lecteur USB?
Qu'est-ce qu'il en est de votre carte réseau? Qu'est-ce qu'il en est de tous ces composants-là? Parce que si tous ces composants-là, ils peuvent être abusés, ben, on commence à avoir déjà un pied dans la maison. Et donc, le HSM, aujourd'hui, c'est un ensemble, c'est un bloc. Et il faut que tout soit sécurisé parce que sinon, on finit par y laisser des plumes. Donc, là, pour conclure, la vulnérabilité de la supply chain, très importante dans les HSM. Et puis là, comme je disais, pour conclure, on va vers des nouveaux algorithmes en cryptographie, on va vers des systèmes qui vont être résistants au quantique, aux ordinateurs quantiques. Les modèles qu'on avait, les crypto-accélérateurs, les trucs qu'on avait au passé, ne sont pas forcément super adaptés. Il va falloir les revoir. Il va falloir faire très attention à ce qu'on va mettre et comment on va le faire. Et il y a une nouvelle opportunité au niveau des supply chains pour quiconque veut attaquer de faire les 400 coups. Je n'ai pas dit que c'était une énorme opportunité. Je n'ai pas dit qu'elle était fantastique. J'ai dit il y a une opportunité parce que des trucs qui n'ont pas bougé depuis des dizaines d'années, ben, très bientôt, on va commencer à les rechanger. Donc oui, le HSM, c'est un tout. Ça se considère en hardware, en software, en utilisation, en maintenance, en decommissioning. Et c'est pour ça que généralement, vous acceptez de payer une modique somme à travers le cloud et d'utiliser un truc qui, pour vous, est transparent parce que toutes ces choses-là, vous les voyez peu. Voilà. Tout à fait. On a un peu abordé le niveau de confiance. Puis là, j'aime bien beaucoup. Je reviens toujours sur mon cellulaire qui est un niveau de confiance plus faible à des éléments, disons, notamment missiles nucléaires, comme tu as mentionné, qui vont nécessiter un niveau de confiance beaucoup plus élevé. Donc, on ne sous-traitera pas sur le missile nucléaire et on va s'assurer davantage, on va des vérifications. Tu as mentionné les normes FIPS. Comment on peut qualifier justement ces niveaux-là pour savoir où on se situe sur le spec et faire un choix éclairé aussi, là? Et à quel point, là, on parlait du cloud, mais même comme compagnie, comment on fait pour choisir si on veut faire ça chez nous ou si on veut le sous-traiter, là? Il y a toute la partie normative en fait qui va nous aider à nous guider là. Je pense que quand on regarde les normes bancaires ou les normes étatiques, etc., on a déjà des guides qui nous orientent vers certaines niveaux de FIPS. Mais aussi il y a aussi les moyens de l'entreprise et ce qu'on a à protéger. Aujourd'hui, en fonction de la valeur de ce qu'on a à mettre dans un HSM, on va le protéger plus ou moins durement. Généralement, on va mettre nos root of trust quand même, donc quand même les secrets de très très haut niveau. Et donc, il faut estimer la valeur de cette information pour pouvoir choisir le bon niveau de protection. Je pense que les niveaux de FIPS aujourd'hui sont quand même relativement bien décrits et puis ça évolue. David, je pense qu'on atteint le niveau 4 là quand même, où on est quand même dans un niveau assez élevé. On l'aura pas tout de suite sur l'info nuagique, peut-être même jamais, en fonction des évolutions qu'on va avoir. Mais l'important, c'est vraiment de quantifier ce qu'on a à protéger. Clairement, on va pas aller mettre un certificat basique dedans et puis un truc qu'on va renouveler. Quand on a un secret à protéger, on va pas non plus le stocker à l'intérieur. De toute façon, il va pas rentrer. Mais tout ce qui va être renouvelable, on va se dire que ok, on va pouvoir passer dessus. En revanche, c'est vraiment ces clés qui vont signer les transactions bancaires, les transactions étatiques, les échanges vraiment secrets qu'on va devoir mettre dedans. Et là, on va devoir choisir le bon niveau de FIPS. Si on est sur du software, ce qui généralement est quand même la base pour les plus petites entreprises et tout ce qui ne va pas être bancaire étatique, on est déjà pas mal à aller faire du level 1. Je ne sais pas si tu veux prendre le relais, David, sur cette partie-là. Oui, alors moi je suis d'accord, c'est le côté gouvernance, oui, puis c'est la détermination de qu'est-ce qu'on essaie de se protéger. Est-ce qu'on protège le secret de la confiture de nouilles ou est-ce qu'on protège quelque chose de beaucoup plus long? La durée de vie également, parce que ça paraît bête, mais il y a des choses qui auront une durée de vie qui va être très longue. Et c'est comme dans cette arrivée près de chez vous, c'est l'éternel temporaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui construisent des choses en se disant ça va pas durer. C'est fait pour être. Moi, j'ai un père qui est instituteur. Il a commencé à travailler dans ce qu'on appelait des préfabriqués. C'était un petit truc qui était là en attendant que l'école arrive. Il a pris sa retraite 40 ans plus tard, c'était les mêmes préfabriqués, c'était la même salle, il n'y avait rien qui avait changé. Peut-être un petit peu de peinture et encore je doute. Donc l'éternel temporaire, là ça pose un problème. Ça pose un problème et ouais, je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit, mais on va essayer de se projeter dans un autre cas. Je vous disais tout à l'heure, le transistor aujourd'hui il est à 3 nanomètres, 4, 5, et 7, 40 si on est vraiment pauvre. Mais il y a des outils. Il y a encore des trucs qui tournent aujourd'hui, qui ont des secrets, qui, eux, sont sur des vieilles technologies. Oui. Alors, je vais donner 3 exemples.
si vous êtes amateur de belles voitures, McLaren avait un problème sur leur McLaren F1, le truc qui vaut plusieurs millions, c'est qu'ils n'arrivent plus à retrouver les laptops qui permettent de maintenir les systèmes aujourd'hui. Ouais. Vous avez acheté une bagnole avec quelques millions, mais il faut aller chercher des vieux compacts parce que on n'a plus. On est désolé, on n'en a pas acheté. Bon. L'autre truc, c'est que de temps en temps, même si on est un gouvernement, on loupe énormément. J'invite vos auditeurs à aller regarder en ligne et puis vous verrez, je vais donner 2 cas, on parlait du nucléaire. Hein. Il y en a un où on se rend compte que une des sécurités qui était utilisée par les Anglais sur leurs bombes, c'était quoi? C'était un cadenas qui était digne d'un cadenas de vélo. C'est-à-dire que vous savez, les trucs qu'on ouvre là avec les stylos, ceux des les feutres pour écrire sur les tableaux blancs. Ouais, allez, hop. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait le boom, parce que derrière, il y a, et on va taper dans l'autre, le PAL. Le PAL qui est, lui, le super HSM. Ça veut dire Permissive Action Link. C'est un truc qui sort du Sandia. Un des gars qui avait construit ça disait attaquer un PAL devrait être aussi dur que de faire une amygdalectomie sur un patient, mais en rentrant par l'autre bout. D'accord? Vous imaginez la difficulté. Le problème ici, il est que ces choses-là, elles peuvent quand même encore être abusées. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le maillon faible qui va craquer. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que, oui, vous avez du PAL, vous avez des bases, des sous-marins, des machins. Le gars tout en haut a perdu le biscuit. Le biscuit qui est le petit morceau de carton avec les codes nucléaires, Clinton l'a perdu. C'est une information qui est publique, hein, et il a réussi à le planquer pendant quelques mois quand même. Donc, j'ai rien contre les HSM. C'est superbe de regarder tous ces problèmes, machin. Mais à un moment, l'erreur, elle n'est pas forcément au niveau du HSM. Elle est, pour nous, entre le clavier et la chaise. Et c'est souvent l'humain. C'est souvent l'humain qui est le point faible. Donc, on en revient à la gouvernance. Valider, mais valider pas juste la technique, valider l'humain, vérifier, comprendre le niveau de sécurité, comprendre le compromis, comprendre ce qu'on est en train de faire, et pas juste fermer les yeux en disant il y a quelqu'un d'autre quelque part qui s'en occupe. Il y avait un monsieur à Cornell, dont j'ai oublié le nom, qui disait si vous êtes satisfait de votre sécurité, vous inquiétez pas, vos adversaires le sont aussi. C'est la même idée, c'est-à-dire que si votre sécurité vous empêche pas de dormir et que vous n'êtes pas en train de vous dire j'ai encore trouvé une attaque, quelqu'un peut passer par quelque part, et que vous vous reposez sur vos lauriers, selon moi, vous êtes dans une mauvaise position. Et les HSM, alors c'est un sujet qui est intéressant pour un podcast, machin, mais c'est quand même une technologie qui est très mûre, qui est très mature. Aujourd'hui, on a des mini HSM tous dans nos téléphones. On parlait d'Apple tout à l'heure. Apple utilise, moi j'ai pas d'NDA avec Apple, j'ai rien, donc on peut regarder ce qu'ils font. Apple utilise des puces qui sont dédiées, qui sont des évolutions de la carte à puce, hein, des trucs qui viennent de chez anciennement Philips Microélectronique, donc NXP et tous ces trucs-là. Qui sont des petits joyaux de technologie, qui sont complètement fermés, modifiés. Je suis même à peu près sûr qu'il y a 9 chances sur 10 que NXP ne connaît pas toutes les fonctionnalités que Apple utilise dedans. Il y a des ruses de Sioux là-dedans. Mais au final, il faut quand même bien se rappeler, c'est rarement le HSM qui prend l'attaque. On en revient à XKCD. Je réfléchissais à ça ce matin en sortant de ma douche et je me disais, dans un XKCD, il y a un gars qui dit on a 2 possibilités. Soit on factorise la clé RSA, soit on va acheter une grosse clé à molette et on tape très fort sur sa tête. Il y en a un qui va coûter quelques dizaines de millions et l'autre qui coûte $5. Alors, est-ce qu'on pourrait faire une thèse sur l'interaction des têtes et des clés à molette? Oui, sans doute, parce qu'il y a des gens qui ont fait leur thèse en factorisation. Mais au bout de quelques coups, si le gars est encore vivant, il vous donne la clé. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Oui, mais d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi il ne faut pas que ces gens-là soient connus, puis il faut qu'on cache ces gens-là, justement parce que on est malheureusement très, très, très fragile à la clé à molette. Ça fait très mal. Tu as parlé des humains. Le FIPS, juste revenir là-dessus, parce que je vais prendre un exemple un peu qui pour moi est plus parlant. Parce qu'on va utiliser des coffres-forts, qui est un peu l'équivalent de HSM, mais dans le monde physique. On donne un degré de résistance à une attaque. Oui. La norme fixe, j'imagine, FIPS donne sensiblement un genre de mesure qui s'en rapproche. Donc, si on choisit celle-là, on va avoir une résistance potentielle de temps à une vague d'attaque. Alors, c'est là où les Athéniens s'atteignirent, les satrapes s'attrapèrent, et on ne parlera pas des Mèdes. Le problème, il est simple. Le problème, il est qu'on ne va pas regarder FIPS. On va regarder FIPS, par exemple, et PCI, parce qu'il faut faire une comparaison. PCI qui est
Visa, Mastercard, enfin tous les gros joueurs au niveau de la carte de paiement. Et eux, ils vous disent, nous, notre problème, il est simple, c'est que on veut avoir, au niveau d'une attaque, une phase d'identification, donc quelqu'un qui fait du reverse engineering, qui construit son attaque, et une phase d'exploitation. Alors, on va compter, ils avaient commencé par de l'argent, et moi, je suis un de ceux qui leur a posé de gros problèmes, parce qu'ils vous donnaient, soi-disant, $50 000 virtuels pour monter votre attaque, et moi, je leur disais, voilà, j'ai utilisé ça, $6 000. Et ils me disaient, mais non, ça, c'est pas $6 000, ça, c'est 20, 25 000, monsieur. Ah oui, l'oscilloscope vaut 25 000. Mais moi, j'ai juste donné $6 000 un soir à un thésard dans une fac pour qu'il me laisse avoir l'oscilloscope pendant la nuit. Et je suis sûr que j'aurais négocié à 4 000. Donc, il y avait des désaccords de fond sur la valeur des choses, le coût versus prix. Et donc, on en est venu au final à un système qui est quel est le niveau des outils, de technicité, de connaissances, quelle est la durée, et ainsi de suite, et un système de points. Et là, on a commencé à déjà homogénéiser les choses, premièrement. Donc, si maintenant vous prenez ce système de points et qu'on prend l'identification et l'exploitation, on commence à se dire, je veux qu'une attaque, par exemple, ait 2 N points au minimum. Eh bien, il y en a N en identification et N en exploitation. Alors, ça veut dire que c'est aussi dur de répéter l'attaque que de la faire la première fois, ce que je disais tout à l'heure. Mais, est-ce que c'est vrai en software? Est-ce que c'est vrai en logiciel? Mais pas forcément, parce que si vous avez un gars qui vous fait du Spectre, du Meltdown ou je ne sais quelles autres attaques fumeuses, bah, une fois que c'est écrit, c'est un makefile. Hein. N'importe quel script qui dit, le prend, le compile, le lance, fois 10 000. Et là, tout d'un coup, on a une asymétrie énorme entre l'identification de l'attaque et l'exploitation. Là, il y a un problème en software qui peut être énorme. Bon. Maintenant, pour finir avec FIPS, c'est le gouvernement américain. Qui dit, en gros, si vous voulez nous vendre, il va falloir un certain niveau de sécurité, vous allez passer par des laboratoires, et oui, il va y avoir une mesure, va y avoir un effet de gradation. Comme on a dit, le premier niveau, il est logiciel, et on ne s'attend pas à résister à plus que du logiciel. Pas besoin d'aller chercher très loin, on a tous un PC. Enfin, il y en a qui ont un Mac autour de la table, mais un PC. Si vous avez un PC, ça veut dire qu'à l'intérieur, vous avez une puce comme un TPM. Donc, il faut revenir 30 ans en arrière, le projet Palladium, la DRM, et ainsi de suite. Mais ces trucs-là sont faits pour résister à des attaques logicielles. Un TPM, ça se contourne avec un trombone. Si vous appuyez au bon moment sur le bouton reset, enfin sur la pin reset, boum, bye bye TPM. On compte juste qu'il n'y a personne qui ait le trombone à l'intérieur de votre machine pour venir faire le mauvais coup. Donc on est sur une attaque où on est sur du logiciel. Okay, plus on va avancer, plus on va aller vers ce qu'on disait du HSM, de la sécurité physique renforcée, et ainsi de suite. Oui, il y a des manières de le mesurer. C'est un sujet à part entière parce que forcément, il y a autant de prêtres qu'il y a d'églises ou de grands prêtres qu'il y a d'églises. Il y en a qui le mesurent de haut en bas, l'autre de droite à gauche, et puis d'autres avec des filtres polarisés. Mais globalement, on arrive à s'en sortir. Ce que je voudrais dire, c'est que si vous regardez des HSM aujourd'hui, même si vous preniez un truc qui soit de plus basse qualité, qui soit portable, qui soit sur USB, et ainsi de suite, ça peut être quand même un très beau challenge à attaquer. Ça va vous coûter quelques centaines de dollars et il y a 9 chances sur 10 que vous n'arriviez pas à passer. Donc, on est dans un discours qui est intéressant, mais vis-à-vis de vos auditeurs, vis-à-vis des gens qui vont l'utiliser, ça ne va pas faire une grande différence. Si vous commencez, je vais le dire autrement, c'est si vous commencez à vous dire qu'il faut la puissance du Sandia ou des laboratoires de microélectronique de la NSA pour vous attaquer, et c'est le seul endroit par lequel ils veulent passer, envoyez-moi un email parce que j'ai envie de travailler pour vous. Très honnêtement, il y a tellement d'autres endroits où il y a tellement d'autres possibilités d'attaque que si vraiment c'est votre problème à vous, moi, il faut qu'on rentre en contact, s'il vous plaît. Je ne demanderai pas cher. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que il faut garder les pieds sur terre. Le problème de la mesure et de la quantification de la difficulté de l'attaque, il est intéressant, mais si on parle de monsieur tout le monde qui a besoin d'utiliser un HSM dans Azure, dans AWS et ainsi de suite, ils sont tous bons, ils sont tous bien mûrs, ils sont tous FIPS 140-2 ou 3, et pour vous, ça ne fera pas de différence. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. C'est déjà pas monsieur tout le monde qui utilise un HSM dans Azure. Là, c'est clair que voilà, je pense que ça répond à la question sur le niveau de confiance qu'on peut avoir déjà sur un peu, mais tu as fait une référence à PCI aussi. Quand j'ai posé la question, tu parles de FIPS, mais PCI aussi. PCI, c'est un univers différent qui a d'autres préoccupations. Dans cet univers-là, comment on aborde ces
ces défis-là de résistance aux attaques, par exemple? Alors, PCI a tout un cas de standard et il est très, très, très intéressant dans le contexte HSM. On va prendre le contexte HSM, de regarder l'évolution de PCI. C'est-à-dire que PCI a un standard qui est PCI HSM qui définit la sécurité des HSM. Si vous faites du paiement, vous allez sur Azure, sur AWS, ainsi de suite, on vous parle des HSM General Purpose, c'est-à-dire pour faire à peu près tout et n'importe quoi, de la Xbox, du certificat, tout ce que vous voulez. Et puis quand vous dites je vais faire du paiement, attention mon beau monsieur, là c'est autre chose. Là c'est la dernière case et ça coûte très cher. Parce qu'il faut quelque chose qui soit certifié PCI. Les fabricants ont par exemple une ligne de produits qui est certifiée pour PCI et pas le reste. On passe pas tout en PCI. Donc là il n'y a pas le choix. Ça commence à être, c'est pareil. Vous avez la voiture de luxe et puis après dans les voitures de luxe, quand vous commencez à dire je déplace un ministre, j'ai besoin d'une voiture blindée, il y a tout un tas de marques qui vous disent ça nous on fait pas. Et puis après blindé, B3, B5, B7, quel niveau, biologique, pas biologique, bon, on est dans des trucs de niche. Donc PCI, il y a ce HSM, ce standard HSM qui est très clair, mais comme tu le disais, il y a les gens aujourd'hui qui vont accepter du paiement sur un téléphone, qui vont lire une carte. Et là, tout d'un coup, il n'y a pas de HSM. Et on retombe sur le problème de, oui, mais si ce téléphone, il est cassé, je veux que ce soit aussi dur d'aller casser tous les autres. Et alors moi, je prends toujours l'exemple du gamin en Europe de l'Est. En ce moment, il était en train d'essayer de survivre dans certains cas, mais qui est le hacker, le Deus Ex Machina derrière. Lui, ce qu'on veut l'empêcher, c'est qu'il envoie une attaque de 10 000 ou d'1 million, quoi, et qu'il nous plie un réseau. Donc, PCI a été obligé d'accepter cette évolution, on va dire, du HSM de manière globale, de la puce sécurisée, en disant, oui, mais comme je disais tout à l'heure, l'intégration de la microélectronique, les puces qui sont devenues tellement petites qu'on ne peut pas les attaquer, qu'on ne peut pas ci, qu'on ne peut pas ça, amène un niveau de sécurité. La possibilité d'avoir un contrôle sur le téléphone va faire que ils vont approcher, la PCI il a approché, c'est des standards que je connais très bien, CEPOC, MPOC et le reste, ils disent, en fait, le HSM il va rester dans le back-end. Et la lecture de la carte, elle va être faite en front par le téléphone, par une clé unique. Chaque téléphone aura une clé unique. Donc, en casse un, on est retombé sur l'abolition des bords attaques. Il faut péter l'autre à côté, bonne chance. Il y a tout un système de monitoring en dessous. Et ça veut dire quoi? Je fais une petite remarque. Ça veut dire qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais c'est l'authentification et la validation. Quand on va commencer à avoir des trucs qui tournent en logiciel, comment on s'assure qu'on tourne sur la bonne entité? Comment on s'assure que le hardware en dessous est le propre? Même le firmware du HSM, comment il sait que? Comment on valide? Quels sont les points d'ancrage au niveau hardware matériel pur? Et donc, PCI accepte d'avoir des systèmes aujourd'hui où la clé est unique par téléphone. On va lire les données de la carte, on va les chiffrer avec une clé locale, on va envoyer en arrière au back-end qui va déchiffrer pour ce téléphone. Et c'est là qu'est la vraie clé de la banque. Le rechiffrement de la donnée pour la banque, il se fait dans un HSM qui est en arrière, dans des back-ends, et qui est super protégé. Donc, si en fait, vous avez pété un téléphone, déjà super, mais faut recommencer pour le deuxième. Donc, il y a eu une évolution pratique, manichéenne sur la sécurité. Puis probablement que le fournisseur va zapper le dit téléphone ou va radier le téléphone. Donc, de là, il y a la capacité de circonscrire l'attaque encore plus rapidement et très vite. Là. Oui, derrière, il y a... alors on va prendre Google, par exemple, parce que Apple, c'est beaucoup plus obscur, mais il y a toutes les méthodes de safety net. Safety net, c'est des trucs qui tournent sur votre téléphone qui... Si vous demandiez à safety net de vous dire ce qui c'est sur vous, je pense que vous auriez peur. Ça va vérifier tous les patterns. Et là, maintenant, on tombe sur un autre problème qui a... C'est marrant, les mathématiques, parce que quand on fait de ce genre d'attaque, on parlait tout à l'heure de Shannon et de ses copains en disant c'est de la moyenne, c'est de la statistique. Mais là, on tombe sur la statistique, c'est-à-dire que on sait que vous êtes humain, on sait où vous vivez, on sait comment vous vous déplacez, on connaît vos patterns et vous allez évoluer dans ce pattern. Il y a peu de chances que ta carte de crédit, dans les 5 minutes, elle achète 1500 litres de fuel en Turquie. Et donc, ces patterns-là, on va les détecter. Pas forcément de l'IA. Enfin, il fallait bien passer le mot intelligence artificielle quelque part. Ça y est, c'est fait. Donc, il va y avoir des détections de patterns de la statistique derrière qui va dire... Ouais, mais là, on est en dehors du facteur de risque. Là, on n'accepte plus. Là, on va demander la validation. Alors que là, au contraire, ça fait 6 ans qu'on le voit acheter le même sandwich à midi au même coin. Sandwich qui vaut quoi? $10? On est bon. On va prendre le risque.
Ouais. Donc, c'est très difficile. On va citer de la peur, les nuls. C'est très difficile de rouler 1000 fois 1000 personnes. Peut-être une fois une personne, peut-être 1000 fois une personne, mais 1000 personnes 1000 fois, on ne va pas y arriver. C'est la même chose. Il va être très difficile de contourner les patterns, de casser ces patterns. Et puis, au final, je dirais, pour faire quoi? Allez, il y a quelqu'un qui casse le pattern pour acheter pour $250, $700, $1000 sur un téléphone, une fois. On en retourne à la clé à molette. Hein. Ça va être plus rapide chez Home Depot avec la bonne personne de l'autre côté. Donc, on revient sur une approche manichéenne de la sécurité qui n'est pas une sécurité absolue, une sécurité relative. Et je parlais tout à l'heure de la confiture de nouilles. Qu'est-ce qu'on veut protéger et pour combien de temps? Tout à fait. Puis je vais conclure sur le fait que, puis je trouve ça très intéressant, dans le temps où on avait encore les bandes magnétiques pour payer dans la carte de crédit, justement Home Depot, parce que tu m'as allumé là-dessus, acceptait juste le passage sans signature pour les achats de 50$ et moins parce que c'était plus rentable pour eux, la fraude, c'était plus rentable le volume d'achat, donc le ralentissement que la signature produisait était trop cher et préféraient accepter des fraudes de 50$ et moins en conséquence. Donc exactement dans la même réflexion que faut mesurer qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce que tout ralentit, tout fait. Je vais donner un petit truc qui est très amusant que moi je faisais à mes étudiants quand je donnais un cours de crypto. C'est comment lire une carte magnétique sans lecteur de carte. Il suffit d'un petit peu d'amidon et merci, c'est monsieur Patrick Gueule qui m'avait donné ça à l'époque, et un petit peu de poudre de teneur électrostatique d'imprimante. D'accord? De la même manière qu'on a un complexe argilo-humique, on met de l'amidon avec de la poudre de teneur, ions négatifs, les deux se mêlent, et on vient saupoudrer ça gentiment sur le derrière de la carte. Et là où il y a des lignes de champ au niveau de la piste magnétique, elles restent, on souffle, il ne reste que les lignes de champ, un bout de scotch, hop, on a tout stocké, on met sur un petit tête de feuille de papier blanc, un petit coup de scanner, on mesure la distance, on a lu et on n'a pas de lecteur. Alors, si je voulais qu'un jour je vous raconte comment, avec un fer à repasser, un vrai fer à repasser, une bande vidéo, on compile des tickets de métro à Paris, on a vu un gros problème quand j'étais en école d'ingénieur. Je crois que la station Villejuif-Louis-Aragon a vu le même ticket passer 900 fois un matin. On avait sans doute réussi à les copier. Voilà. Excellent, merci beaucoup. C'est très intéressant. On a fait un grand tour. Ça se peut qu'on ait à revenir parce que c'est un sujet qui est, somme toute, infini. Merci énormément à vous deux pour cet entretien. Ça a été génial. Merci. Merci, bonne journée.